Bonjour et bienvenue au webinaire sur l'orientation pour la prévention et le contrôle des infections à l'intention des responsables de la PCI dans les soins de longue durée. Aujourd'hui, nous parlons de la santé et la sécurité au travail. C'est la dernière séance d'une série de 6 séances que nous avons offertes au cours des dernières semaines. Je m'appelle Boyce Meirefov et je suis chef d'équipe de la PCI à SPO. J'ai le plaisir d'animer la séance d'aujourd'hui. Avant de commencer, voici quelques points d'ordre administratif. Le clavardage a été désactivé pour limiter les distractions. Si vous avez des questions pendant la séance, veuillez utiliser la fenêtre de questions au bas de l'écran. Il y aura une discussion et une période de questions après la présentation. Les diapositives et les enregistrements de la présentation seront disponibles dans environ 2 semaines. Si vous éprouvez des problèmes techniques pendant la séance, vous pouvez envoyer un courriel à capacitybuilding@ahpp.ca. J'ai le plaisir de vous présenter les conférenciers d'aujourd'hui, Laurie Schatzler et Darius Pejak. Vous les connaissez peut-être déjà grâce aux séances précédentes. Laurie est spécialiste de la PCI à SPO. Elle a de l'expérience dans les secteurs des soins actifs, des soins primaires et de la santé publique. Laurie a maintenu sa certification en PCI et en soins infirmiers en santé au travail. Elle apporte ses domaines d'expertise à son rôle actuel à SPO. Darius est aussi spécialiste de la PCI à SPO. Auparavant, Darius a passé 15 ans dans des établissements de soins actifs et de soins de longue durée, se concentrant sur la PCI, ainsi que sur la santé publique locale. Darius détient des titres de compétences en PCI, en épidémiologie et en santé publique, et il a été membre du comité consultatif provincial des maladies infectieuses. Darius, à vous la parole. Parfait. Merci beaucoup et bonjour à tous et à toutes. Merci de vous joindre à nous pour la dernière séance de cette série. Le sujet d'aujourd'hui est la santé et la sécurité au travail, aussi appelée SST. Vous vous demandez peut-être pourquoi nous couvrons la sécurité au travail dans un webinaire de la PCI. La prévention et le contrôle des infections sont faits pour le bien de tous dans un foyer de soins de longue durée. Cela comprend évidemment les résidents et les visiteurs. Mais le personnel fait aussi partie de ces personnes au foyer chez qui nous allons veiller à prévenir les infections, en raison de l'association directe et du contact avec les résidents qui peuvent être malades. En tant que responsable de la prévention et du contrôle des infections, vous devez avoir une bonne idée de ce que fait un programme de santé et de sécurité au travail et de ce qu'il implique. Vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de détails à moins de superviser la SST dans le cadre de votre rôle, mais vous avez besoin d'une bonne connaissance du sujet. Voici quelques objectifs pour cette séance. Nous identifierons les éléments essentiels et les principaux promoteurs d'un programme de SST, ce qui est très important. Nous soulignerons aussi l'importance de travailler en collaboration avec Santé et Sécurité au travail. C'est particulièrement important car la PCI et la SST partagent de nombreux objectifs. Enfin, ma collègue Laurie parlera de quelques maladies transmissibles d'intérêt pour la SST et de l'utilisation d'indicateurs pour les programmes de SST. Voici l'ordre du jour de la séance. Nous aborderons la liste de vérification pour l'orientation des responsables de la PCI qui a été présentée lors des séances précédentes. Vous la reconnaîtrez peut-être. Mais nous allons consacrer la majeure partie de notre temps à la SST. Ensuite, vous aurez l'occasion de poser des questions. Nous vous demanderons aussi de fournir vos commentaires car nous voulons nous assurer que notre contenu et nos ressources répondent aux attentes. Lors des séances précédentes, j'ai mentionné cette ressource. Il s'agit de la liste de vérification de l'orientation. C'est une feuille de route, un guide pour la croissance et le perfectionnement des responsables de la PCI au foyer. Cette ressource est affichée sur une page dédiée du site Web de SPO. Vous y trouverez des ressources supplémentaires provenant du CCPMI
et de documents sur les pratiques exemplaires. Les webinaires que vous avez visionnés, y compris celui-ci, seront aussi affichés sur ce site Web. Je crois que 2 d'entre eux sont déjà là et les autres seront ajoutés sous peu. Si vous avez de l'expérience en matière de PCI, je vous encourage fortement, même si les ressources sont appelées liste de vérification ou manuel d'orientation, à continuer à les examiner et à les utiliser comme guide. Utilisez-les comme outils d'auto-évaluation pour voir où vous en êtes dans votre perfectionnement professionnel en tant que responsable de la PCI et peut-être mettre en évidence certains domaines où vous avez besoin de ressources supplémentaires ou que vous devez renforcer. La surveillance n'est peut-être pas votre spécialité. Il s'agit peut-être de construction, d'éléments liés à la construction dont nous avons parlé à la dernière séance. Vous voulez peut-être y travailler un peu plus. Nous vous encourageons à consulter cette ressource et à voir où vous en êtes dans votre pratique actuelle. Passons maintenant aux éléments principaux de la séance. La SST est un domaine important et de nombreuses lois sont en place pour assurer la sécurité au travail. Nous avons tous été exposés à la SST, surtout parce que, dans le domaine de la santé, tout le monde a des interactions avec le service de SST lors du processus d'intégration. C'est donc très important et nous en parlerons sous peu. Pour ce qui est des lois applicables, voici la loi générale qui s'applique à tous les milieux de travail des gouvernements provinciaux, c'est-à-dire la loi sur la santé et la sécurité au travail. En vertu de cette loi, vous trouverez beaucoup de règlements précis qui s'appliquent à des milieux de travail qui ont des difficultés particulières. Le secteur de la santé, ainsi que les établissements de soins pour bénéficiaires internes, sont des exemples de domaines ayant besoin d'une législation spécifique et unique afin de couvrir leurs défis uniques. Les blessures par piqûre d'aiguille, par exemple, sont des exigences imposées par la loi qui figurent dans des règlements précis. Les agents biologiques sont aussi couverts. Et vous connaissez l'équipement de protection individuelle. Le pays est certainement couvert par la loi sur la santé et la sécurité au travail. Certaines lois, comme la loi sur les foyers de soins de longue durée et les versions revisées de ces lois, comportent des éléments de pratique en matière de SST qui sont intégrés à ces documents législatifs. Examinez-les et assurez-vous de les connaître. En termes de législation, la diligence raisonnable est un concept juridique. Les lois et les règlements fournissent des cadres et des exigences généraux, mais il y a d'autres lignes directrices et des documents de pratique exemplaires. Et bien que ce ne soit pas expressément prévu par la loi, nous devons quand même nous y conformer, parce qu'on veut s'assurer que votre foyer fait tout ce qui est raisonnablement attendu pour assurer la sécurité du personnel, par exemple, y compris l'élaboration de plans d'amélioration de la qualité et d'autres mesures pour assurer la conformité à toutes les pratiques exemplaires présentées ici. Cette diapositive présente aussi des exemples de protocoles et d'orientation. Par exemple, les protocoles de l'Association des hôpitaux et de l'Association médicale de l'Ontario. Même si le titre mentionne le mot « hôpital », ces protocoles s'appliquent aux foyers de soins de longue durée. Il s'agit d'une excellente ressource qui est facilement et gratuitement accessible en ligne. Vous pouvez examiner ces protocoles et Laurie abordera certains de leurs éléments un peu plus tard. Ils sont mis à jour régulièrement, alors assurez-vous de vous tenir au courant des changements. Je crois que c'est tous les 2 ans pour les documents de l'AMO et de l'AHO. Mais avec des pandémies, par exemple, il y a des mises à jour plus fréquentes à mesure que les choses évoluent. Vous connaissez la série de documents du CCPMI. Cette séance est organisée par SPO et nous avons les documents du CCPMI sur notre site Web. Comme je l'ai mentionné, ces documents sont régulièrement examinés et mis à jour pour s'assurer qu'ils sont à jour. Ils couvrent un large éventail du secteur des soins de santé et s'appliquent aux établissements de soins actifs et non actifs. Tous les professionnels de la santé, surtout ceux qui travaillent en PCI, doivent le savoir. Il y a aussi des ressources qui se concentrent sur la santé et la sécurité au travail. Vous avez certainement vu un document qui porte sur la dermatite de contact avec le travail, par exemple. Le respect de l'hygiène des mains est en lien avec la PCI.
Les soins des mains et la qualité de la peau des mains sont donc très importants pour assurer la conformité avec l'hygiène des mains. Toutes ces choses fonctionnent en tandem. Pour ce qui est de votre rôle en matière de SST, en tant que responsable de la PCI, vous devez connaître les politiques pertinentes en matière de SST, comme ne pas travailler pendant une maladie, ainsi que les divers protocoles à suivre, comme signaler les maladies, obtenir l'autorisation de retourner au travail, et ainsi de suite. Le personnel compte souvent sur le personnel de la PCI pour obtenir ces renseignements. C'est d'autant plus vrai que vous êtes plus susceptible de rencontrer le personnel qui travaille à la PCI pendant vos activités quotidiennes. Le personnel de la PCI travaille dans des unités de soins internes ou de soins aux résidents. Il est là pour recueillir des renseignements, examiner des cas et tous ces scénarios. En tant que responsable de la PCI, assurez-vous d'avoir une partie de cette information à partager parce que vous agirez comme ressource de façon régulière. En étant au courant de ces politiques, vous vous assurez aussi que les messages sont uniformes, c'est-à-dire que la SST et la PCI sont sur la même longueur d'onde. Il est aussi possible de promouvoir, en collaboration, des éléments comme la politique sur les lieux de travail sains en éducation qui montrent une partie de la collaboration que ces ministères font de façon constante, ainsi que la nécessité d'être sur la même longueur d'onde. De plus, en connaissant les politiques pertinentes en matière de SST, surtout en lien avec la PCI, vous pourrez fournir une meilleure justification. Cela peut améliorer la conformité en veillant à ce que le personnel comprenne les raisons de faire les choses. Comme nous sommes tous des professionnels, il vaut mieux donner aux gens une raison justifiable que de la leur imposer. Le manque de conformité n'est pas parce que le personnel ne s'en soucie pas, c'est plutôt qu'il ne le comprend pas. Cette justification permet aux gens de comprendre pourquoi certaines approches sont bénéfiques en fonction d'une approche scientifique et fondée sur des données probantes. Enfin, les politiques doivent être claires et accessibles à tout le personnel. Si on veut que le personnel suive les politiques, on doit s'assurer que c'est le cas et qu'il est sensibilisé à leur application et que l'application est facile. Et que si on s'attend à ce qu'ils respectent l'application et suivent les politiques, on doit simplifier le processus. Et que les étapes nécessaires sont très pertinentes pour le personnel et encouragées. L'orientation du personnel est une période importante pour l'éducation et c'est la même chose pour la santé et la sécurité au travail et la PCI pendant l'orientation. Mais ce n'est que la première étape, car vous devez comprendre que la formation est spécialisée pour beaucoup de groupes d'employés dans ces contextes. Assurez-vous d'offrir des cours de recyclage et des occasions de renouvellement de la certification à l'interne, que ce soit des modules ou des séances en personne, et cela comprend tout, de la conformité aux politiques et aux protocoles, ainsi que les attentes réelles. Mais il faut aborder les défis propres à différents groupes d'employés parce que certains employés peuvent avoir des rôles beaucoup plus importants. Par exemple, si un employé fournit des soins directs aux patients pour les changements de pansement, il y a beaucoup plus de choses à revoir sur le plan des politiques, des procédures et des exigences de conformité que pour quelqu'un qui est responsable de nettoyer l'environnement ou des choses de cette nature. Il est donc important de moduler la façon dont on éduque les gens en fonction du risque que présente chaque rôle dans nos activités quotidiennes. Lorsqu'on parle de politique, de protocole, d'éducation, etc., il est important que tout cela favorise une relation de collaboration avec la SST, parce qu'il est très important d'établir cette relation pour nous assurer d'avoir une bonne communication et des attentes claires. La communication et la collaboration sont particulièrement importantes parce qu'il y a beaucoup de chevauchements entre la PCI et santé et sécurité au travail. Il est donc vraiment important d'en tirer parti et de travailler en collaboration et d'éliminer tout risque de double emploi. Ou parfois, ce que j'ai vu, et pire encore, ce sont des messages contradictoires. Vous ne voulez certainement pas dire une chose alors que les politiques de santé et de sécurité au travail en disent une autre. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de thèmes ou d'éléments communs, surtout en ce qui concerne la SST et les thèmes axés sur la PCI dans ce dossier.
il faut s'assurer que ces thèmes sont clairs. Sur cette diapositive, il y a deux exemples de sujets communs: les campagnes de vaccination et les essais d'ajustement des respirateurs. Il y a des éléments de collaboration et certains d'entre vous portent les deux chapeaux. Donc, vous pourriez regarder les deux côtés de la même médaille. Comme les foyers sont susceptibles d'avoir des services de PCI de très petite taille ou d'une seule personne, comme mentionné, vous pourriez certainement y collaborer. Et s'il y a deux personnes qui jouent ce rôle, travailler ensemble allégera et simplifiera le fardeau. Au cours des 3 prochaines diapositives, nous aborderons les éléments clés d'un programme de santé et de sécurité au travail. Là encore, il ne s'agit pas de faire de vous un responsable de la SST. Vous êtes responsable de la PCI, et si vous avez 2 domaines de pratique, vous devriez recevoir une formation supplémentaire. Mais juste pour vous donner un aperçu général de ce que la SST implique. Le premier élément, et nous en avons déjà parlé dans le cadre des protocoles de l'AHO et de l'AMO, c'est l'évaluation médicale. Les protocoles et les programmes de SST sont responsables de l'autorisation préalable à l'affectation des nouveaux employés, ce qui comprend l'évaluation des risques pour le personnel, l'établissement d'un inventaire des vaccins à jour et la détermination de l'état des tests cutanés de dépistage de la tuberculose. L'inventaire de santé doit contenir les antécédents d'un membre du personnel en matière de conditions prédisposantes qui l'exposent à un risque accru, car cela peut orienter davantage les exigences en matière de vaccination, la gestion après l'exposition et, éventuellement, les affectations de travail. Les risques sont différents pour tout le monde, alors il faut s'assurer de le prendre en compte lors de l'évaluation de la SST. Le deuxième élément des programmes de SST est l'éducation. Nous avons mentionné les exigences juridiques et les pratiques exemplaires, mais vous voulez vous assurer que le personnel est au courant à la fois des exigences énoncées dans une politique claire et accessible et des protocoles qu'il doit suivre. La politique sur les lieux de travail sains en est un exemple, tout comme vous le feriez pour la PCI et l'éducation en matière de SST, comme je l'ai mentionné plus tôt. Vous voulez vous assurer d'adapter vos approches. Il y a des éléments fondamentaux que tous les membres du personnel doivent comprendre, comme les pratiques courantes de PCI. Il y a des choses semblables que tout le personnel doit comprendre, comme la formation de sensibilisation. C'est une exigence universelle pour tout le personnel. Mais il y a des employés qui sont plus à risque en fonction de leur rôle. Ils peuvent avoir besoin d'autres choses comme des masques et des tests, des conseils sur la façon de bien mettre et enlever les masques et l'élimination sécuritaire des objets pointus et tranchants. Ce sont des exigences supplémentaires que le personnel ayant une orientation clinique doit connaître, et c'est là qu'il faudra modifier les politiques d'éducation. Et c'est grâce à l'orientation, à ces éléments d'éducation du programme, que vous exposez le personnel à ces attentes. Par exemple, la formation des professionnels de la santé agréés serait plus importante. Il est tout aussi important d'évaluer les risques pour vous assurer d'être clairement en mesure de cerner et de communiquer le risque à chaque membre du personnel pour qu'il soit en mesure de définir ce qu'il fait et de bien cerner les risques dans le cadre d'un rôle quotidien. Tout comme pour la PCI, lorsque vous évaluez les risques pour déterminer l'EPI ou les autres éléments dont vous avez besoin ou les pratiques pour vous assurer d'être en sécurité en fonction de cette évaluation. Cela vaut aussi pour la santé et la sécurité au travail. Cela fait ressortir le chevauchement entre les deux professions, même si elles sont uniques, mais il y a certainement beaucoup d'occasions de collaborer. Ne supposez pas que tout le monde comprend cette information. C'est pourquoi vous voulez vous assurer qu'elle est transmise. Le troisième élément est la vaccination. Nous la connaissons bien. Mis à part la vaccination annuelle contre la grippe, nous avons tous reçu notre série primaire de vaccins contre la COVID-19. Et la plupart d'entre vous n'ont pas besoin d'être convaincus des avantages de la vaccination. Mais c'est quelque chose qu'il faut promouvoir auprès du personnel pour assurer une bonne conformité. Après tout, l'immunisation de protection comporte 2 volets. On ne se préoccupe pas seulement du personnel,
ce qui est évidemment très important, mais aussi de la PCI dans un contexte de soins de santé qui est le risque de transmission à d'autres personnes. Et il ne s'agit pas seulement des résidents, mais aussi des collègues, des visiteurs et de toute autre personne qui pourrait se trouver dans un contexte de soins de santé. C'est très important lorsqu'on travaille en soins de santé, car les résidents sont un segment vulnérable de la population et, même s'ils sont immunisés, parce qu'ils sont plus âgés, leur système immunitaire est différent. Ils ne traduisent peut-être pas le vaccin aussi efficacement, et c'est pourquoi il doit y avoir un effort concerté au moyen de la vaccination pour protéger tout le monde au foyer, mais aussi nos collègues et d'autres personnes vulnérables dans ce contexte. Outre la prévention de la transmission, les programmes d'immunisation peuvent prévenir les restrictions au travail après l'exposition, ce qui est très important. Ils ont aussi une incidence sur les éclosions et leur durée. Vous avez peut-être vu que, souvent, lorsqu'il y a une éclosion de grippe, une fois que tout le monde est vacciné et qu'un traitement prophylactique est administré, l'éclosion s'est arrêtée très soudainement tout de suite après. Alors, cela présente beaucoup d'avantages. Si vous êtes immunisé, vous pourriez être en mesure de travailler après une exposition. Ce qui nous préoccupe, c'est le personnel qui n'est pas vacciné et qui doit être mis à pied provisoirement. C'est important parce que selon l'organisme et le type d'infection, cela peut aller de 11 jours à plusieurs semaines et c'est préoccupant, surtout lorsqu'il y a des problèmes de dotation, entre autres. Pendant la pandémie, c'était énorme. La plupart d'entre vous ne peuvent même pas concevoir que les membres du personnel aient dû s'absenter pendant plusieurs semaines. La pandémie a eu d'énormes répercussions sur les besoins opérationnels lorsque le personnel a dû s'absenter pendant plusieurs jours. Par conséquent, le fait d'être absent pendant des semaines poserait certainement des défis importants pour l'organisation du point de vue des opérations, de la couverture et des coûts. C'est pourquoi les programmes d'immunisation sont très efficaces et on en fait la promotion. Ils permettent de réaliser beaucoup d'économies. Il vaut aussi la peine d'envisager certains vaccins qui ne sont pas couverts par le gouvernement. C'est une question à soulever lors de vos réunions sur la santé et la sécurité au travail. Surtout si le vaccin est perçu comme prévenant la transmission, réduisant le besoin de traitement, éliminant les expositions et, bien sûr, éliminant ou prévenant les éclosions. Parce que les éclosions elles-mêmes, comme vous l'avez vu pendant cette pandémie, peuvent avoir des conséquences dévastatrices. Par conséquent, nous devons nous efforcer de mettre fin aux éclosions avant même qu'elles ne commencent ou de les éliminer. Parlons des programmes de vaccination obligatoires par rapport aux programmes de vaccination volontaires. La vaccination obligatoire est certainement plus facile. L'obligation de se conformer et l'inobservation facilitent beaucoup les choses parce qu'il y a des conséquences que vous pouvez imposer à ceux qui ne se conforment pas. Cependant, la plupart des programmes sont de nature volontaire et, par conséquent, ils dépendent beaucoup de l'éducation. Il faut s'assurer que le personnel prend des décisions éclairées et qu'il est conscient des risques et des avantages, y compris le risque de transmission à d'autres, comme nos résidents et nos collègues. Mais il est très important de travailler en collaboration avec la SST pour promouvoir efficacement l'immunisation et, ainsi, prévenir toutes ces choses que nous avons mentionnées. Pour ce qui est de savoir quel vaccin recommander, vous vous en inquiétez peut-être. Que faut-il inclure dans nos politiques? Sur quoi se concentrer? Voici le Comité consultatif national de l'immunisation. Vous le connaissez peut-être sous le nom de CCNI ou en anglais NACI. Il a élaboré le Guide canadien d'immunisation. Il y a une section qui traite des recommandations et des indications pour la vaccination des travailleurs de la santé en particulier. Vous voulez certainement y faire référence. J'ai mentionné qu'il y a aussi une collaboration qui pourrait se faire à l'extérieur de la PCI ou de votre établissement. Vous pourriez collaborer avec d'autres professionnels de la santé au travail, comme nous le faisons par l'entremise de communautés, de pratiques et de ces autres approches. Le quatrième volet d'un programme de SST est la gestion des maladies professionnelles et de l'exposition. Là où c'est indiqué, il est essentiel d'évaluer le risque de transmission pour les personnes susceptibles d'être exposées. Et cela fait partie de votre rôle si vous êtes responsable de la SST. Le cas échéant, une gestion post-exposition appropriée est offerte. Fait important,
Il faut aussi tenir compte de l'exposition en dehors du travail. C'est particulièrement important si l'exposition potentielle a des répercussions sur les soins de santé. Par exemple, si votre enfant a la varicelle. C'est donc important. Il ne s'agit pas d'une exposition en milieu de travail, mais en raison de votre contact au foyer, vous devez certainement aviser votre milieu de travail et le milieu de travail doit évaluer le risque. Il faut absolument en tenir compte. Les responsables de la SST feront aussi appel aux responsables de la PCI à un moment donné, alors vous devez en être conscient. Et une bonne compréhension de ces politiques vous sera utile dans la pratique. En tant que responsable des services de PCI, vous serez souvent contacté par le service de SST, car il voudra savoir quand le patient préoccupant, par exemple, a été soumis à des précautions supplémentaires. Quelles étaient les périodes d'absence d'isolement et d'exposition potentielle? Cela souligne la nature collaborative de ces deux ministères. Il est important que vous le sachiez. En gestion, vous voulez vous assurer de travailler en collaboration. Il faut se rappeler que l'exclusion ou les restrictions de contact au travail ne sont pas propres au foyer où vous travaillez. Lorsqu'il y a une restriction ou une exclusion qui va au-delà, elle va dans d'autres milieux ou centres de soins de santé aussi. Parce qu'évidemment, si vous êtes exposé, vous ne faites pas que mettre les résidents à risque au foyer, mais si vous travaillez ailleurs ou même dans d'autres milieux à haut risque. Disons que vous travaillez aussi dans un dépôt d'aliments et que cette infection met les gens à risque dans ce milieu. Vous voulez vous assurer que le personnel est au courant des restrictions. De plus, le personnel de la SST doit aussi aviser les personnes exposées ou infectées au sujet de la prévention en général. En plus de prendre des mesures pour prévenir une exposition accrue, vous voulez vous assurer que l'information est communiquée à l'extérieur de l'établissement, parce que ces personnes, les membres du personnel, lorsqu'ils rentrent chez eux, risquent de mettre en danger leurs proches. Et aussi la communauté. Elle doit être au courant des approches préventives globales à adopter lorsqu'elle quitte l'établissement. Un aspect important des politiques qui restreignent le travail est qu'elles ne sont pas punitives. Il est donc très important que ces politiques soient en place pour le bien de tous afin de prévenir la transmission. Assurez-vous que ces politiques ne seront pas punitives. Assurez-vous d'encourager tout le monde à être honnête dans vos rapports et que ceux qui le font ne sont pas pénalisés ou punis pour avoir fait ce qu'il fallait. C'est quelque chose que vous voulez vous assurer de couvrir. Rappelez-vous aussi que certaines de ces maladies peuvent être déclarées simplement en raison de leur importance. Je fais référence au rapport de santé publique, de sorte que le médecin hygiéniste peut exiger que ces infections soient signalées. De même, puisque nous parlons évidemment de la santé et de la sécurité au travail, il y a aussi cette perspective. Il faudrait aviser le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences, ainsi que la WSIB. Et cela est particulièrement important si l'enquête révèle que l'infection a bel et bien été contractée dans le cadre d'une occupation. C'est certainement quelque chose à envisager. Dans les deux dernières sections, nous aborderons le counseling et les dossiers. Le counseling fait référence au conseil et en tant que responsable de la PCI, la plupart d'entre vous le connaissent bien. Nous conseillons régulièrement les gens sur les précautions à prendre. J'espère qu'ils pourront prendre cette décision en fonction de l'éducation que nous leur avons fournie. Mais il y a des situations uniques où nous conseillons les gens. Le counseling comprend l'information sur la transmission et l'évaluation des risques, ainsi que la discussion des approches de prévention, la discussion sur les maladies transmissibles et la prophylaxie post-exposition. Assurez-vous que le personnel est au courant des conséquences de cette situation. Il y a deux préoccupations qui sont souvent soulevées par le personnel et lorsqu'il demande conseil, notre personnel vient souvent nous demander comment il sera touché et s'il ramènera cette infection au foyer. C'est une préoccupation qu'on entend assez souvent. Et une autre, c'est lorsque les travailleuses de la santé sont enceintes. Elles vous demandent souvent, par exemple, « Est-ce que je peux avoir cette affectation de travail? Je suis enceinte. Mon enfant à naître sera-t-il affecté? » C'est quelque chose à considérer. Enfin, nous avons la gestion des dossiers et des données. Ce n'est pas un sujet amusant pour vous, mais il est très important.
Assurez-vous de rester au courant de ce sujet et de savoir qu'il s'agit d'un sujet très important à aborder. Les principaux aspects sont la législation sur la protection de la vie privée et la confidentialité des renseignements personnels sur la santé des travailleurs de la santé. C'est donc très important. La confidentialité, du point de vue du patient, est très importante, mais cela se répercute sur le personnel aussi. Après tout, il s'agit aussi de renseignements personnels sur la santé. Assurez-vous que tout est protégé et que tous les dossiers sont conservés dans des appareils chiffrés, qu'il s'agisse de tablettes ou d'ordinateurs portatifs, et que ces appareils et les dossiers eux-mêmes sont protégés. Il est important de ne pas utiliser le courriel pour communiquer des renseignements personnels sur la santé. Le courriel n'est pas la forme de communication la plus sécuritaire. Voilà des renseignements que nous voulions souligner. Ces 6 composantes de la pratique de SST que nous avons abordées ne sont en fait qu'un aperçu. Comme dans n'importe quel domaine de pratique, y compris la PCI, il est difficile de saisir toutes les choses uniques, difficiles et occasionnellement banales que vous faites dans la pratique quotidienne. Mais nous espérons que cela vous donnera un aperçu des programmes de SST en cause. Je cède maintenant la parole à ma collègue Laurie, qui va vous parler des maladies transmissibles ainsi que des indicateurs du programme de SST. Merci beaucoup, Darius, et bienvenue à toutes et à tous. Cet aperçu était très complet. Je vais revoir rapidement la prochaine section sur les maladies transmissibles d'intérêt que vous pourriez rencontrer chez vos résidents. Mais tout d'abord, je veux souligner un point clé que Darius a mentionné. Lorsqu'on parle de santé et de sécurité au travail en lien avec la PCI, on y pense souvent dans le contexte de 2 services différents. Mais si vous travaillez dans de plus petits foyers, vous pourriez porter plusieurs chapeaux et faire les 2 rôles. Il est important de considérer que la santé et la sécurité au travail est une composante de votre programme de PCI. Il ne s'agit pas d'une activité indépendante, et lorsque vous envisagez d'élaborer votre programme de PCI, ne laissez pas cette section de côté. C'est très important, surtout en ce qui concerne les besoins en matière d'équivalent à temps plein. Ce qui me motive chaque jour dans mon travail, c'est de combler l'écart entre la santé et la sécurité au travail. C'est une exigence de la loi sur la protection et la promotion de la santé. Je n'entrerai pas dans les détails à ce sujet. Nous allons aborder quelques maladies transmissibles que vous pourriez rencontrer dans votre foyer. Beaucoup d'entre elles doivent être déclarées en vertu de la loi sur la protection et la promotion de la santé, comme la tuberculose, la varicelle, les infections à diffusion hématogène, les éclosions de maladies gastro-intestinales, la grippe et, plus récemment, les maladies causées par de nouveaux coronavirus, comme la COVID-19. Prenons la tuberculose. Pourquoi est-ce important? Pourquoi faut-il faire un dépistage en préplacement? Il est important d'établir une base de référence pour vos employés. En cas d'exposition au travail, vous pouvez déterminer s'ils étaient négatifs en préplacement et avoir un résultat positif à un test cutané de dépistage de la tuberculose après l'exposition au cours de cette période. Cela facilite beaucoup la prise de décision pour ce personnel. Un test cutané de dépistage de la tuberculose en 2 étapes est habituellement exigé avant l'embauche si le statut de tuberculose est inconnu pour un test cutané à la tuberculine ou si vous avez déjà eu un test négatif. Un test en 1 étape n'est requis que si vous avez documenté les résultats d'un test cutané en 2 étapes ou d'un test cutané de tuberculose négatif au cours des 12 derniers mois. Les normes canadiennes pour la lutte antituberculeuse et les protocoles de l'AHO mentionnés sont d'autres ressources à consulter. Je vous encourage à travailler avec les services de santé au travail et, en ce qui concerne la tuberculose, avec votre bureau de santé publique local, puisqu'il faut déclarer la tuberculose. Passons maintenant à la varicelle. Je suis désolée de passer en revue ces diapos si rapidement. En préplacement, il est important de connaître l'immunité à la varicelle. Ce sont toutes des mesures préventives. Ainsi, si le personnel est exposé, vous savez d'emblée qu'il est immunisé contre la varicelle. En fait,
Vous recherchez soit la documentation de 2 doses de vaccin contenant de la varicelle, soit des preuves en laboratoire de l'immunité ou la confirmation en laboratoire de la maladie. Et il est important d'affecter aux soins seuls les travailleurs de la santé qui sont immunisés contre la varicelle. Et, désolé, si vos travailleuses de la santé enceintes ne sont pas immunisées contre la varicelle, il est important de ne pas les affecter aux soins des résidents atteints de varicelle ou de zona. Si vos travailleurs de la santé susceptibles d'être exposés le sont, ils doivent être exclus du travail 10 jours après la première exposition et jusqu'à 21 jours après la dernière. Et dans vos politiques, il est très important que cette information puisse changer au fil du temps pour n'importe laquelle de vos maladies transmissibles. Vous devez suivre les recommandations les plus récentes. Si un membre du personnel est atteint d'une maladie aiguë, la Santé et Sécurité au travail et la PCI doivent travailler en étroite collaboration pour déterminer les contacts, comme les contacts avec les résidents. Passons maintenant aux infections à diffusion hématogène. Je veux avoir du temps pour les questions. Alors, comme c'est un sujet très complexe, je n'entrerai pas dans les détails. Il est très important de faire un dépistage pour s'assurer que le personnel est protégé s'il est exposé au sang ou au liquide organique des patients, s'il a un risque professionnel d'infection par l'hépatite B, l'hépatite C et le VIH. Il est très important d'offrir un vaccin contre l'hépatite B à tous ses employés et d'avoir une preuve d'immunité, c'est-à-dire un test sanguin pour détecter les anticorps contre l'antigène de surface de l'hépatite B. Je veux insister sur ce programme. J'ai eu affaire à beaucoup d'employés qui ont été exposés à du sang et à des liquides organiques, ce qui est extrêmement stressant. L'hépatite B représente le plus grand risque. S'il s'agit d'une source positive d'hépatite B, la vaccination soulage vraiment le personnel. N'oubliez pas votre personnel de soutien, par exemple, le personnel chargé de l'entretien ménager et du lavage, entre autres, ainsi que le personnel qui doit sortir les poubelles. Nous avons eu des blessures causées par des objets pointus ou tranchants qui ont été mal éliminés. C'est pourquoi un programme de prévention des blessures par des objets pointus et tranchants est si important, vraiment essentiel. Il y a certains éléments clés. D'abord, assurez-vous d'utiliser des aiguilles sécuritaires conformément au règlement sur la sécurité des aiguilles et de surveiller de près les contenants pour objets pointus et tranchants. Ils doivent être résistants aux perforations, être inviolables, bien étiquetés et ne pas être trop remplis. De plus, ils doivent être placés au bon endroit, donc au point d'utilisation. Et je sais que ça peut être difficile pour vos résidents parce que c'est leur domicile, mais pour sa sécurité, le personnel doit avoir accès à ces contenants. Il doit aussi activer le dispositif médical sécuritaire, ce qui aidera aussi à réduire le risque. Il faut aussi s'assurer que les contenants pour objets pointus et tranchants sont correctement assemblés, que toutes les pièces sont insérées solidement et sont bien montées, et que les contenants sont bien entreposés et éliminés. Passons aux pathogènes entériques et respiratoires. Un rappel qu'il n'est pas nécessaire de faire un dépistage en préplacement pour les infections entériques. Quelle est la chose la plus importante ici? J'essaie d'accélérer les choses. Je sais. Darius a parlé des politiques sur les lieux de travail sains, par exemple, rester à la maison quand on est malade. En cas de maladie entérique, de maladie respiratoire, vous voulez vraiment examiner vos politiques de congé de maladie. Et tout le personnel devrait, si possible, avoir droit à un congé de maladie pour ces maladies. J'ai vu de nombreux employés se rendre au travail malades parce qu'ils n'avaient pas droit à un congé de maladie payé. Une telle politique aidera à réduire les risques.
Vos programmes de vaccination contre la grippe et la COVID-19 réduisent les risques d'infections respiratoires. Il est important, en préplacement, d'offrir beaucoup de formations et d'éducation sur les raisons de l'immunisation et sur la façon dont les vaccins peuvent aider à réduire la transmission des infections virales respiratoires à votre population résidente très vulnérable. Enfin, examinons l'évaluation d'un programme de santé et sécurité au travail. Je vais revoir ces points très rapidement. Voici quelques exemples d'indicateurs à surveiller. Pour ce qui est des taux de blessures par objet pointu ou tranchant, examinez où ces blessures se produisent selon la profession, le service ou l'activité. À quoi servent ces indicateurs? Vous voulez offrir de l'éducation. Il ne s'agit pas seulement d'une blessure subie sur place qui est signalée et que vous essayez de prévenir. Lorsque vous remarquez des tendances au fil du temps, examinez vos initiatives d'éducation. J'ai beaucoup travaillé avec du personnel chargé du retraitement des dispositifs médicaux qui voulait plus d'informations sur la vaccination contre l'hépatite B. J'ai aussi travaillé avec le personnel d'entretien ménager parce que le personnel de première ligne se débarrassait de façon inappropriée des objets pointus et tranchants. Envisagez de travailler avec les gestionnaires des unités pour éduquer leur personnel sur l'élimination appropriée et les obstacles possibles. J'espère que les contenants ne sont pas trop remplis. Voici d'autres ressources sur la PCI qui sont à votre disposition. Elles proviennent de l'Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology, ou APIC. Il faut s'y abonner, mais c'est une très bonne préparation, surtout pour ceux qui prévoient passer leur CIC dans 3 ans. Ce sont d'excellentes ressources pour la santé au travail. Passons maintenant à la période des questions. D'accord. Merci beaucoup, Laurie et Darius. Nous avons des questions. Voici la première. Je m'interroge sur la procédure qu'ont certains établissements de soins de longue durée pour suivre et contrôler le personnel sur le terrain et leur retour au travail. S'agit-il de la PCI ou est-ce que d'autres personnes sur le terrain en discutent? Veuillez expliquer le processus. Darius, pouvez-vous répondre à cette question? Bien sûr, c'est certainement une chose qui préoccupe le personnel de la PCI, le fait d'avoir du personnel dans les installations qui ont des maladies infectieuses. Mais comme il s'agit d'une question de santé au travail, c'est vraiment le service de santé au travail qui s'en occupe et qui en assure le suivi. Quant à la façon dont le suivi est effectué, c'est très variable. Cela dépend des ressources dont dispose le foyer de soins de longue durée, que ce soit sur support électronique ou sur papier. Mais ceci doit faire l'objet d'un suivi pour vous assurer d'être en mesure de surveiller quand les gens peuvent retourner au travail. Et cela dépend aussi de la maladie infectieuse. Comme vous le savez, certaines maladies doivent être signalées au ministère de la Santé publique. Certaines maladies peuvent même nécessiter une autorisation de santé publique, la tuberculose par exemple. Mais oui, ce serait assez variable. Laurie, avez-vous quelque chose à ajouter? Pour ce qui est du suivi et du dépistage, il est bon d'avoir un format électronique. Il convient aussi d'examiner les politiques de votre établissement. Pour ce qui est du personnel malade, certains foyers font appel à des fournisseurs tiers pour le retour au travail et ceux-ci assurent le suivi. Il s'agit plutôt de la gestion de l'invalidité de courte durée. D'accord, merci. Veuillez continuer à entrer vos questions dans la fenêtre de questions. Nous avons le temps de passer aux prochaines questions. Et nous répondons en ligne à certaines d'entre elles, comme vous pouvez le voir. La question suivante porte sur la maladie infectieuse pieds-mains-bouche dans le foyer. Y a-t-il des restrictions pour que le personnel travaille? Je vais sauter cette question parce qu'on manque de temps. Mais vous pouvez utiliser nos coordonnées à la fin de la présentation pour communiquer directement avec nous. Nous pouvons vous répondre. Oui, d'accord. Oui, nous pouvons le faire. Il y a beaucoup d'explications, alors veuillez nous envoyer un courriel. Prochaine question.
Le dépistage très sérieux est-il obligatoire? Quelle était la date ou la date prévue? Est-il obligatoire? Je ne suis pas certain de comprendre. Obligatoire, oui. Mais je ne comprends pas très bien la prochaine partie de la question. Darius, pouvez-vous y répondre? Oui, je ne comprends pas très bien la question. Pour certaines choses, surtout pour des maladies ou des circonstances particulières, comme la fièvre afteuse, simplement parce qu'il y a tellement de variables, il est préférable de nous envoyer un courriel afin que nous puissions vraiment évaluer la situation et vous conseiller en conséquence. Le terme « obligatoire » dans les protocoles de l'AHO s'applique aux hôpitaux en Ontario en vertu de la loi sur les hôpitaux de l'Ontario, par exemple, mais il est recommandé pour d'autres milieux de soins de santé. Fortement recommandé. Vous voulez vous assurer que votre personnel peut travailler en toute sécurité si vous avez un cas, par exemple, de zona disséminée chez un résident. D'accord, merci. Question suivante. La loi sur le redressement des soins de longue durée ne stipule pas que les employés doivent être vaccinés avant d'être embauchés. Essentiellement, elle dit qu'il faut suivre les pratiques exemplaires. Quels documents sur les pratiques exemplaires devrait-on utiliser? Oui, évidemment, la loi ne peut pas englober tous les détails, y compris le contrôle des infections. Darius, pouvez-vous les aiguiller vers certains documents et lignes directrices sur les pratiques exemplaires et les exigences à l'échelle provinciale? Bien sûr. Oui, nous en avons parlé dans l'une des diapos. J'ai parlé de la diligence raisonnable, des divers règlements et lignes directrices qui existent et du protocole. Même si la loi ne précise pas clairement quelque chose, dans les cadres juridiques, il faut quand même faire de son mieux et se conformer aux pratiques exemplaires. Et c'est un élément clé à bien des égards, qu'il s'agisse de la SST ou de la PCI. S'il y avait un problème avec une loi, par exemple, la loi examinerait les pratiques exemplaires sur le terrain. Il faut vraiment faire référence à des choses comme le CCNI, les documents du CCPMI et d'autres directives et protocoles qui traitent précisément de diverses exigences ou attentes fondées sur des données probantes, des pratiques exemplaires et des opinions professionnelles. Ce sont certainement des choses que vous pouvez examiner. Pour ce qui est des détails, il est vraiment difficile de les comptabiliser dans les lois, comme mentionné, parce que les choses varient. L'adoption d'une loi ou d'un règlement prend beaucoup de temps. C'est pourquoi les lois ne sont souvent pas très précises et qu'elles se fient à ces documents non législatifs supplémentaires pour orienter la pratique quotidienne, car elles sont plus faciles à modifier en fonction de circonstances comme la pandémie. Oui, Darius, merci. Vous avez parlé de diligence raisonnable et c'est très important dans le cas de la loi sur la santé et la sécurité au travail. En tant qu'employeur, vous faites tout votre possible pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs. Il est essentiel de leur offrir des vaccins avant leur première journée de travail, au cas où ils sont exposés ou qu'ils arrivent avec quelque chose et exposent votre population de résidents vulnérables et vos collègues. Votre programme de vaccination, en pré-placement, est important. Si vous offrez des vaccins, qu'est-ce que ça pourrait signifier pour votre propre maladie, la maladie de votre famille et celle de votre population résidente? Ainsi, comme point de départ, consultez le Guide canadien d'immunisation et travaillez avec vos bureaux de santé publique. Oui, merci. Votre bureau de santé publique est aussi votre ressource et votre partenaire à l'échelle locale. Si vous avez des questions, consultez-le. Il a beaucoup de ressources et peut répondre à beaucoup de questions. Il y a aussi les nouveaux réseaux de PCI dans votre région. Il y a aussi quelques questions sur la tuberculose, la validité du test de dépistage de la tuberculose et le dépistage préalable à l'emploi. La validité du test cutané de dépistage de la tuberculose? Oui. Oui. Je veux dire, il y a une autre option pour ce test. Mais si vous allez faire des tests en série dans votre établissement, sachant qu'il peut y avoir certaines populations, et pour les milieux de soins de santé, le test cutané de dépistage de la tuberculose serait le choix préféré.
Le plus important pour la validité, c'est d'avoir un travailleur formé pour faire le test cutané afin d'administrer une injection intradermique appropriée et de bien lire les résultats. C'est ce que je retiendrai de tout cela. Oui, merci, Laurie. Alors, le mot cutané n'y est pas. On dit seulement test de dépistage de la tuberculose, ce qui comprend l'ancien test en 2 étapes, je pense. Oui, alors, Dans la question, oui. le test cutané à la tuberculine est un test cutané de dépistage de la tuberculose. Oui. Dernière question. La nouvelle ligne directrice sur le dépistage de la tuberculose comporte quelques changements. Nous avons reçu de la documentation de notre bureau local de santé publique. Le document de SPO de 2019 contient des recommandations différentes. Prévoit-on mettre à jour le document de SPO pour les soins de longue durée? Oui. Les changements visaient davantage le dépistage de votre population résidente qui arrive dans un établissement. Cela a changé. Mais l'information sur le dépistage de la tuberculose, le test cutané et le suivi pour le personnel qui peut avoir un résultat positif n'a pas vraiment changé. Mais c'est un document de 2022. Nous pouvons fournir ce lien dans le clavardage. Je vais le mettre là pour vous. D'accord. Pendant que vous faites cela, je pense que nous pouvons conclure le webinaire d'aujourd'hui. Je tiens à vous remercier encore une fois, Laurie et Darius, de votre exposé. Vous devriez recevoir un bref sondage anonyme pour la séance d'aujourd'hui et toutes les autres séances des dernières semaines. Veuillez y répondre afin d'améliorer notre programmation. Cette série d'orientations s'adresse aux responsables de la PCI dans les foyers de soins de longue durée. Veuillez donc répondre à ce sondage pour améliorer nos activités à l'avenir. Enfin, pour accéder aux dernières présentations et voir les prochaines séances confirmées, visitez le site Web de SPO dans la section Formations et événements. Cliquez sur les présentations pour voir toutes les ressources, certaines des séances et la liste de contrôles déjà affichée sur notre site Web. Et vous pouvez consulter le site. Les 2 premières séances y sont déjà. Les prochaines séances suivront bientôt. Je vous remercie de votre présence et je vous souhaite une excellente journée.